Alors, donc, il s'agit d'un cas clinique. C'est un jeune garçon de 7 ans qui n'a pas d'antécédent et qui est amené aux urgences par les pompiers suite à une chute en roller sur la voie publique. Alors, il n'avait pas de protection et il a présenté donc un traumatisme du coude suite à une réception sur la main. Donc, vous constatez à l'examen clinique dans le box des urgences un coude très déformé et très douloureux, avec une zone de contusion à sa face antérieure. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Première question. Comment recherchez-vous des complications immédiates face à un traumatisme du coude? Vous avez 3 minutes. Alors, les complications à rechercher face à un traumatisme du coude sont premièrement des complications cutanées, à type d'ouverture ou de contusion. Le patient présentait une contusion à la face antérieure du coude, comme je vous l'ai montré, et là vous avez un exemple de fracture du coude avec une ouverture antérieure. Alors, l'intérêt à prendre en compte la contusion, c'est que celle-ci peut évoluer vers une nécrose secondaire. Deuxième type de complication, les complications vasculaires. Et dans ce cas, c'est l'examen clinique qui va vous les faire dépister. Alors, pour rechercher une complication vasculaire, plusieurs signes cliniques. Les plus simples, c'est regarder tout simplement la chaleur de l'extrémité. Est-ce que la main est froide? Est-ce que la main est chaude? Deuxièmement,
la coloration des extrémités, très important. Vous voyez que dans ce cas, la main, elle est un peu blanche. Et bien évidemment, la palpation des poux, pouls radial, pour le membre supérieur, bien sûr, et temps de recoloration cutanée. Très important, le temps de recoloration cutanée. Alors, c'est quoi? Tout simplement, vous appuyez sur la pulpe du doigt, qui normalement est rose. Lorsque vous appuyez sur la pulpe, le doigt blanchit, et quand vous relâchez, le doigt se recolore. Normalement, ce temps de recoloration cutanée doit être inférieur à 3 secondes. S'il est supérieur à 3 secondes, c'est qu'il y a un défaut d'apport artériel. Temps de recoloration cutanée, donc, à bien connaître. Troisième type de complications face à un traumatisme, les complications nerveuses. Alors, bien sûr, pour un membre supérieur, vous recherchez la motricité et la sensibilité des doigts, notamment dans les territoires des 3 nerfs principaux du membre supérieur, le nerf médian, le nerf ulnaire et le nerf radial. Alors, pour ce patient, qui ne correspondait pas, pour cet exemple qui ne correspondait pas au patient de notre cas clinique, vous aviez une rupture de l'artère humérale, en fait, qui a été, vous voyez, suturée de façon microchirurgicale. Alors, deuxième question, quelles sont vos prescriptions et quelle est votre attitude pratique immédiate aux urgences avant d'envoyer l'enfant en radio? C'est-à-dire qu'on vous demande d'être pratique, de savoir, vous êtes nouvelle interne, fraîchement nommée, vous êtes seul, vous êtes dans un hôpital périphérique, on va dire, vous n'avez pas de chef sur place, donc c'est à vous d'assurer la prise en charge de ce patient. Vous avez 3 minutes. Alors, face à un traumatisme évident avec une fracture,
vous devez d'emblée assurer la stabilité du membre. Alors la première chose à faire, c'est de mettre en place une attelle. Vous mettez en place une attelle, déjà, ça vous soulage la douleur à 50%. Deuxièmement, vous savez que ce patient, face à une déformation importante, va être probablement opéré. Donc à ce moment-là, vous lui posez une perfusion. Et qu'est-ce que vous dites à l'infirmière? Vous lui dites, eh ben, puisque tu vas le piquer, profites-en pour prélever un bilan préopératoire qui va nous servir, et qui va servir surtout à l'anesthésiste pour l'évaluation préopératoire. Alors, il n'y a pas de bilan préopératoire clairement établi chez les enfants, c'est un peu anesthésie dépendant, mais pour vous, pour le concours, ce qui est important, c'est de dire que vous avez pensé au bilan préopératoire. Troisièmement, les antalgiques. Fondamental, face à un coude très déformé comme présente cet enfant, il doit être très douloureux, donc les antalgiques doivent être donnés par voie intraveineuse. Un antalgique, pas de palier 1, il faut aller au-dessus du palier 1. Vous pouvez prescrire par exemple du Nubin. Et enfin, il faut bien préciser aux parents de l'enfant et à l'enfant qu'il doit rester à jeun, tant qu'on n'a pas le bilan radiographique complet. Et à ce moment-là, vous prévenez le chirurgien de garde et le bloc opératoire pour les informer de la possibilité d'une chirurgie en urgence. Troisième question, comment interprétez-vous les radiographies réalisées? Donc le patient, vous l'avez bien conditionné, il est parti en radio, il revient, voilà la radio qu'il présente. Donc comment analysez-vous cette radio? Vous avez 30 secondes. Alors, il s'agit d'une fracture supracondylienne, typique des fractures de l'enfant, une des plus classiques des fractures de l'enfant. Alors, pourquoi est-ce que les enfants font une fracture supracondylienne? Parce que vous avez une zone qu'on appelle la zone des fossettes, à ce niveau-là, qui est une zone de fragilité osseuse. C'est des fossettes qui correspondent donc à l'olecrâne en arrière et à l'apophyse coronoïde en avant. Et donc, c'est une zone de fragilité. Et donc, quand il y a un traumatisme au niveau du membre supérieur, notamment un traumatisme indirect, l'enfant va se fracturer sur cette zone de fragilité. Alors, dépassement postérieur, pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un mécanisme indirect, avec une chute sur la main. Donc, le coude, vous avez une force qui pousse en fait le coude vers l'arrière, et à ce moment-là, ça se fracture au niveau de cette zone des fossettes fragiles. Et c'est un stade 4, c'est-à-dire perte de contact interfragmentaire. Alors, pour vous rappeler la classification des fractures supracondyliennes de l'enfant, le stade 1, c'est une fracture qui n'est pas déplacée. Le stade 2, c'est une fracture qui a un déplacement uniquement dans un plan, le plus souvent le plan antéro-postérieur. Le stade 3, c'est une fracture déplacée dans plusieurs plans, mais avec un contact qui persiste. Donc là, c'est un stade 4, vu qu'il n'y a plus de contact interfragmentaire. Quatrième question, donnez les principes du traitement de cette fracture. Vous avez 3 minutes.
Alors, les principes du traitement de cette fracture sont en urgence. Très important de préciser qu'il s'agit d'une urgence chirurgicale, parce que face à un coude aussi déformé et une fracture aussi déplacée, il faut impérativement la réduire au plus vite, ou sinon vous allez voir apparaître des complications parfois sévères, à type de nécrose cutanée, si le déplacement persiste, ou complications nerveuses. Donc en urgence, sous anesthésie générale, le plus souvent chez l'enfant, il faut, comme le plus souvent en traumatologie, réduire la fracture par manœuvre externe, tout simplement par traction dans l'acte, comme vous le voyez ici. Généralement, on se met à 2 opérateurs et il y en a un qui tire de chaque côté pour aligner les fragments. Puis, par un mouvement de flexion avec appui sur le crâne, vous allez réduire votre fracture. Parfois, il arrive qu'on n'arrive pas à les réduire par manœuvre externe. Dans ce cas, on est obligé d'avoir recours à une réduction chirurgicale avec une ouverture du foyer de fracture. Le plus souvent, on arrive à les réduire. Deuxième partie du traitement chirurgical après la réduction, c'est la stabilisation. Donc vous les stabilisez, par exemple par des broches, par une ostéosynthèse par broche, comme on vous le montre sur ces photos. Et enfin, la contention est assurée par un plâtre brachiopalmaire et également une immobilisation du coude. Cinquième question. 48 heures après la sortie de l'hôpital, l'enfant vous est ramené par ses parents en raison de douleurs importantes sous le plâtre. Alors, vous suspectez un syndrome de compression sous plâtre. Quels sont les signes cliniques qui vont vous amener à penser qu'il s'agit d'un syndrome de Loge débutant? Vous avez 3 minutes.
Alors, ces signes sont impératifs à connaître, parce qu'ils peuvent très bien tomber à l'examen. Ça fait partie de ce que vous devez savoir, comment surveiller un malade sous plâtre qui a eu un traumatisme et une fracture, voire une intervention chirurgicale. Alors, le premier signe qui doit vous faire vous méfier d'une compression sous plâtre, c'est les douleurs importantes, et surtout, c'est les douleurs qui résistent aux antalgiques simples, antalgiques de palier 1. Quand un enfant a une fracture qui est réduite et immobilisée par plâtre, des antalgiques de palier 1 suffisent pour soulager sa douleur. Si des antalgiques de palier 1 ne suffisent pas, à ce moment-là, vous devez vous méfier d'une compression sous plâtre et d'un début de syndrome de Loge. Deuxième signe, c'est l'œdème et la cyanose des extrémités, des doigts en l'occurrence. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un œdème? Pourquoi est-ce qu'il y a une cyanose? Tout simplement parce que vous avez une gêne au retour veineux quand un plâtre est trop serré. Donc dans ce cas-là, le retour veineux se faisant mal, en fait, les doigts gonflent et il se cyanose. Troisième signe, ça commence par des paresthésies, puis, en l'absence de traitement, ça évolue vers la paralysie des doigts. Alors, des paresthésies, le problème, c'est que c'est parfois difficile à rechercher chez des petits-enfants qui ne vont pas vous dire qu'ils ont des fourmillements. Ça pourra se rechercher chez les enfants après 6-7 ans, mais avant, en fait, ils ne vont pas vous dire qu'ils ont des paresthésies. Mais chez les grands-enfants, vous pourrez toujours rechercher ces signes. Et enfin, un très bon signe de compression sous plâtre, c'est les douleurs à l'étirement des fléchisseurs. C'est-à-dire, en pratique, donc votre enfant, il a les doigts en flexion. Tout doucement, vous lui étendez les doigts. Et s'il se met à avoir très mal à l'étirement, ça prouve qu'il a une souffrance en fait de ses muscles, en fait, de ses masses musculaires fléchisseurs. Et à ce moment-là, vous pouvez suspecter fortement un syndrome de compression sous plâtre et donc un syndrome de Loge débutant. Question 6. Il existe des signes évoquant une compression sous plâtre. Quelle est votre attitude pratique? Vous avez 3 minutes.
Alors, en urgence, là, toujours, le caractère urgent est très important face à un syndrome de loge débutant ou une compression sous plâtre. Donc vous commencez par ouvrir le plâtre, d'accord ? Vous ne l'enlevez pas complètement, vous faites tout simplement une fente dans le plâtre à l'aide d'une scie à plâtre et vous l'écartez avec une pince écartante, très important, et vous surélevez le membre. Vous précisez au patient qu'il doit rester à jeun, pour le cas où ces mesures ne suffisent pas, et habituellement, en quelques minutes, le patient est soulagé. Si, malgré l'ouverture du plâtre, le patient continue à souffrir, c'est qu'il a probablement un syndrome de loge constitué, et à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre votre patient en bloc opératoire, en urgence, encore une fois, pour prendre les pressions, et si cela se confirme, lui faire ce qu'on appelle une fasciotomie, c'est-à-dire une ouverture des loges musculaires. Alors, pourquoi une ouverture des loges musculaires? Parce que dans le syndrome de loge, vous avez en réalité une hyperpression dans vos loges musculaires, qui normalement, au niveau de l'avant-bras, sont inextensibles. Ça peut se produire aussi au niveau de la jambe. Donc vous avez une hyperpression. La pression normale dans les loges musculaires est de 15 mm de mercure. Et quand vous avez un ou deux signes cliniques, associé à une pression au-delà de 40 mm de mercure, à ce moment-là, vous avez un syndrome de loge constitué. Et là, l'indication de fasciotomie est posée. Alors, vous voyez par exemple un patient qui a une fasciotomie avec un peu de retard, et vous avez là une nécrose musculaire déjà constituée. Alors, heureusement pour ce patient, vous avez le reste du muscle autour qui est à peu près correct, donc il va récupérer. Il aura donc une nécrose partielle musculaire, mais si ce patient n'avait pas eu de fasciotomie en urgence, en fait, il aurait constitué une nécrose complète, définitive de ses muscles. 7e question. Cet enfant présentait également un traumatisme du poignet sans lésion osseuse initiale. C'est-à-dire qu'en tombant, en gros, il s'était réceptionné sur la main, donc il a eu cette fracture du coude, mais également l'énergie du traumatisme s'était également un peu répercutée sur le poignet. Alors, bon, son coude a bien évolué, mais progressivement, son poignet s'est déformé dans les années qui ont suivi. Et voilà comment il se présente à 2 ans du traumatisme initial. Vous voyez, avec un poignet qui est complètement déformé. Vous avez une saillie de la tête ulnaire ici, et vous avez une main qui part en déviation radiale. Donc, quel est votre diagnostic? Vous avez 30 secondes. Alors, face à une déformation progressive d'une articulation suite à un traumatisme chez un enfant, on suspecte bien évidemment la principale complication qu'on appelle une épiphysiodèse, c'est-à-dire un blocage des zones de croissance métaphysaires. Donc cet enfant, il n'avait pas de fracture initiale, mais il a dû présenter une lésion de type Solter 5, c'est-à-dire un écrasement de ces zones germinales au niveau du cartilage de croissance, qui normalement est ici. Et en réalité, il a progressivement donc développé, du fait de ce trouble de croissance au niveau du cartilage de croissance, un excès de longueur relatif de l'ulna et donc une désaxation progressive du poignet. Alors c'est une épiphysiodèse qui peut être explorée par IRM. Et là, vous voyez très bien sur le versant externe du radius, donc sa zone d'épiphysiodèse, alors qui va nécessiter bien sûr un traitement. Alors il y a plusieurs types de traitements quand vous avez un trouble de la croissance au niveau d'une métaphyse chez un enfant. Vous pouvez tenter une désépiphysiodèse, c'est-à-dire vous essayez de libérer la zone d'épiphysiodèse, ou ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est réaliser une ostéotomie de réaxation. Donc vous réaxez en fait votre segment, mais ça ne règle pas le problème du trouble de croissance qui persiste. Donc après, on peut discuter, soit on complète l'épiphysiodèse, soit on fait ce qu'on appelle un allongement pour compenser en fait l'inégalité de longueur.
Alors, en conclusion de ce dossier, donc, je dirais que face à un traumatisme du coude de l'enfant, qui représente une des fractures les plus fréquentes chez l'enfant, il faut savoir rechercher des complications immédiates, donc cutanées, vasculaires et nerveuses. Deuxièmement, il faut savoir également surveiller un jeune patient sous plâtre, parce que le dépistage du syndrome de compression sous plâtre est parfois difficile à faire chez le petit enfant, et bien penser aux petits signes cliniques du type douleur résistant aux antalgiques de palier 1 et douleur à l'étirement des fléchisseurs. Troisièmement, il faut connaître les spécificités des traumatismes du cartilage de croissance. Donc, cartilage de croissance qui se trouve dans les zones métaphysaires et qui est responsable donc de la croissance en longueur des os. Il faut connaître donc la classification de Solter, fondamentale, et il faut savoir que tout traumatisme des zones de croissance peut entraîner une épiphysiodèse, c'est-à-dire un blocage de la croissance, qui doit être recherché dans les mois qui suivent le traumatisme. Je vais donc vous rappeler brièvement la classification de Solter, qui est la classification la plus utilisée dans les traumatismes du cartilage de croissance de l'enfant. Alors, vous avez le premier type, qui est le type 1, c'est-à-dire le Solter 1, qui correspond à un décollement pur du cartilage de croissance. C'est-à-dire que votre solution de continuité, donc votre fracture, va passer par le cartilage de croissance. Alors, le Solter 2, vous aurez un décollement du cartilage de croissance, mais qui va se terminer dans la métaphyse. Donc, vous avez votre cartilage qui va se décoller, et vous aurez donc votre fracture qui va se terminer dans la métaphyse de l'os long. Alors, le Salter 3 correspond également à un décollement du cartilage de croissance, mais au lieu de se terminer dans la métaphyse, ce décollement va se terminer dans l'épiphyse. Alors, le problème du Solter 3, c'est qu'il s'agit d'une fracture articulaire, donc vous aurez un risque de calvitieux articulaire si votre fracture n'est pas réduite de façon anatomique. Donc, premier point du Salter 3 qui est embêtant, c'est le caractère articulaire de la fracture. Deuxième point qui est embêtant dans le Salter 3, c'est le trouble de croissance qui peut être induit par cette fracture. Alors pourquoi ? Parce que vos cellules germinales du cartilage de croissance, elles se situent sur le versant épiphysaire, c'est-à-dire par ici. Là, vous allez avoir les cellules germinales du cartilage de croissance, et votre fracture Salter 3 va entraîner une lésion de ces cellules germinales et éventuellement un trouble de la croissance. Le Salter 4, c'est un peu comme le Salter 3, à part que ça ne décolle pas le cartilage de croissance, mais ça traverse de la zone métaphysaire vers la zone épiphysaire, mais les conséquences sont les mêmes que pour le 3. C'est-à-dire vous aurez un calvitieux intra-articulaire, si un déplacement persiste, et vous aurez une lésion, donc des cellules germinales du cartilage de croissance. Donc là également, possibilité d'un trouble de croissance. Moralité, toute fracture Salter 3 ou 4 déplacée devra faire l'objet d'un traitement chirurgical par réduction la plus anatomique possible et stabilisation pour éviter de voir apparaître un calvitieux articulaire ou un trouble de la croissance. Et enfin, vous avez le Salter 5, qu'on ne peut pas diagnostiquer au moment du traumatisme, mais qui correspond en réalité à une stérilisation des cellules germinales par un traumatisme appuyé sur le cartilage de croissance. Et généralement, on fait le diagnostic de Salter 5 de façon rétrospective devant l'apparition d'un trouble de croissance suite à un traumatisme.